Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Delphine. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh bah écoute, la grande forme, hein. On est dans un lieu qui est assez cool quand même pour enregistrer un podcast. Donc pour ceux qui n'auraient pas écouté les autres épisodes, on est donc au studio du Passage, juste à côté de Bastille. C'est un super endroit si vous voulez vous aussi lancer votre propre podcast. Mais on n'est pas là pour parler de production de podcast, on est là pour parler de voyage avec toi Delphine. Peut-être qu'avant de parler de tout ça, tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu aimes dans la vie, enfin voilà, c'est assez libre. Moi, c'est Delphine, j'ai 30 ans. Déjà, il faut savoir que donc, j'ai fait une école de commerce et pendant cette école de commerce, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, que ce soit en mission humanitaire à Madagascar ou au Cambodge pendant 6 mois. Et en fait, petit à petit, j'ai également eu des convictions écologiques qui sont devenues de plus en plus fortes. Et il y a toujours eu en moi cette volonté de retourner en Asie du Sud-Est et de continuer à voyager. Et ce que pendant longtemps, je pensais de moins en moins possible par rapport à ces convictions écologiques. Donc avec mon copain, l'idée d'un voyage est née l'année dernière. Et en fait, on s'est rendu compte que l'idée de voyage n'était pas incompatible avec l'écologie. Et c'est là que notre projet de voyage en train est né, avec l'idée de rejoindre l'Indonésie depuis Paris. Sacré projet. Entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous êtes parti, il s'est passé combien de temps ? En fait, donc moi, à l'époque, j'étais entrepreneur. Je montais un projet autour de la consommation responsable qui commençait un peu à battre de l'aile. Donc, du coup, on était à l'été 2022. Donc, j'ai pris la décision de l'arrêter. Et en fait, il nous a fallu 1 an quasiment avant de partir. Lui était en CDI, donc voilà, le temps qu'il prépare aussi son départ et même qu'on remette de l'argent de côté parce qu'après l'entrepreneuriat, c'était un peu compliqué. Et du coup, on est parti le 1er août 2023. Donc, je retiens que ça a mis 1 an de préparation, on pourra y revenir un peu plus tard. Mais avant ça, pour bien comprendre un peu ton rapport au train et peut-être la genèse de ce projet, j'aimerais que tu nous parles justement de ton expérience avec le train depuis que tu es toute petite. Est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un d'accro ? Alors, c'est une bonne question. J'ai toujours aimé les trains, je pense. Enfin, j'avais déjà pris des trains de nuit avant ce voyage, etc. En fait, c'est un moyen de transport qui me détend pas mal, contrairement à l'avion. Alors, je pense que ça a aussi beaucoup motivé le fait de prendre le train. Mais c'est vrai que moi, l'avion, ça m'a toujours stressée, etc. Donc, en fait, là où je suis ravie aujourd'hui d'avoir décidé d'arrêter de prendre l'avion. Voilà, donc je sais pas si je suis accro au train, mais en tout cas, voilà, c'est un moyen de transport que j'adore particulièrement. Tu le prends à quelle fréquence ? Je pense que j'en suis à 2 ou 3. Cette semaine, je vais prendre 3 trains. Donc, c'est quand même pas mal en termes de fréquence. C'est quand même pas mal inscrit dans ta vie. Oui. On peut parler d'addiction un peu malgré toi, quoi qu'il arrive. C'est mon premier réflexe, en fait. Ouais. Si je dois aller quelque part, avant de regarder, par exemple, la voiture ou le covoiturage, etc., je vais penser immédiatement au train. Et quand tu prends pas le train pendant trop longtemps, ça va, tu te sens bien malgré tout, c'est pas... Ça va, après j'aime bien bouger, donc je sais pas si c'est vraiment le fait de pas prendre le train ou le fait de pas avoir bougé qui va me tendre le plus, mais... C'est un sevrage qui se passe bien. Oui, c'est ça. Ok, super. Bon alors, je te propose du coup qu'on se recentre un peu sur ce fameux voyage qui vous a amené jusqu'en Indonésie. Il y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast et qui nous suivent sur les réseaux sur Ourai, qui aiment bien avoir des détails pratiques, savoir comment vous avez fait, etc. Donc là, c'est un moment où tu vas justement pouvoir prendre le temps de nous parler de toutes les étapes, de nous dire quel train t'as pris, ce que t'as préféré, etc. C'est assez libre. Moi, je rebondirai sûrement un peu, mais voilà, parle-nous un peu vraiment des aspects presque pratiques. De base, on avait 1 an max de voyage parce qu'on devait rentrer pour ce week-end. J'ai le mariage d'une de mes meilleures amies, voilà. Alors, on a fait Paris-Vienne. Avec le train de nuit ? En Autriche, avec le train de nuit. Ouais. D'ailleurs, on s'y est pris trop tard, donc en fait, on avait réservé une cabine de siège assis. Enfin bref, c'était assez marrant. Oui. Mais c'est possible de réserver pour quelques euros de plus, privatiser ta cabine en fait. Ensuite, on a fait du coup Vienne-Budapest, Budapest-Bucarest. Budapest-Bucarest, ça c'est train de nuit aussi, non ? C'est train de nuit, ouais. C'est magnifique comme voyage d'ailleurs. Tu traverses les campagnes au coucher du soleil, c'est dingue. Franchement, ça reste un des meilleurs trajets. Et après, du coup, on est arrivé à Bucarest, on avait
pour idée de reprendre un train de nuit pour Istanbul. Alors, tu peux pas le réserver en ligne, tu es obligé de le réserver sur place et il y avait plus de place pendant 4 jours. On avait l'impression qu'on manquerait de temps. Donc, on s'est pas dit on s'arrête 4 jours, c'est pas grave. On s'est plutôt dit non, allez, on prend un bus. Et du coup, on a fait un bus de nuit pour rejoindre la Turquie. On est allé dans les Cappadoces. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, c'était plus rapide. On a vraiment fait un bus de nuit. Après les Cappadoces, on a remonté la Turquie. Du coup, on a pris un train de Nevşehir jusqu'à Erzurum. Et de là, on a pris un bus pour aller jusqu'à la frontière géorgienne. Ça a été la frontière la plus compliquée. C'est pas du tout organisé. C'est pendant 1h30, t'es dans une sorte de file entourée de personnes qui se bousculent. Ça menace de se battre à tout instant. Enfin, c'est vraiment très particulier. Franchement, j'ai jamais vu ça dans le reste du monde. Ensuite, du coup, on a remonté la Géorgie. On a été jusqu'à Batumi, d'abord, au bord de la mer, et après jusqu'à la capitale... Tbilissi, exactement. De là, donc, on a pris ce qu'on appelle un marshruka, donc un petit bus, pour passer la frontière russe, ce qui n'était pas forcément évident avec le contexte actuel, mais on avait nos visas de touristes. Et ensuite, de là, on a pris un autre bus pour remonter jusqu'à Volgograd. Et de là, on a pris un train, du coup, un de nos plus longs trains du voyage, de 72 heures, jusqu'à Douchanbe, la capitale du Tadjikistan. Ok, marrant comme parcours. Surtout que le Tadjikistan, c'est pas forcément le pays le plus simple d'accès, si je dis pas de bêtises. En gros, nous, en Asie centrale, ce qui nous faisait vraiment rêver, c'était d'aller faire de la randonnée. Du coup, il y avait 2 pays qui nous faisaient vraiment particulièrement envie, c'était le Tadjikistan et le Kirghizistan. Les saisons pour randonnée sont très très courtes. La fenêtre de tir est très courte. Du coup, on avait fait le choix de faire Tadjikistan à l'aller et Kirghizistan au retour. Le pays en lui-même, pour se déplacer, c'est compliqué. C'est pas facile, mais par contre la liaison Volgograd-Douchanbe, elle se fait très bien, quoi. On monte dans le train, on n'est pas sorti. C'est un train de nuit Ouais, c'est un train de nuit, il y a que des couchettes. Nous on a pris la 3e, je crois qu'il y avait 3 classes, la 3e classe, donc wagon ouvert, et du coup on était beaucoup avec des travailleurs en fait d'Asie centrale qui viennent travailler en Russie et qui rentrent dans leur famille. C'était vraiment un bon premier pied dans la culture d'Asie centrale, etc. Parce que eux parlent russe, en fait, c'est lié à l'URSS, quoi. Donc même, ça c'est incroyable, on s'en est rendu compte après, mais même au fin fond d'un petit village en Asie centrale, tout le monde parle russe. Et du coup, ils comprenaient pas que nous, on parle anglais et pas russe, quoi. C'était très très drôle. Après, on fait demi-tour pour revenir en Ouzbékistan. On monte au Kazakhstan, on passe en Chine jusqu'à Pékin. 35 heures de train, sans couchette, assis, ça c'était compliqué, mais on est resté en Chine 1 mois et on est descendu, on est rentré en Asie Sud-Est par le Vietnam, donc Cambodge, Thaïlande, Malaisie, jusqu'à l'Indonésie. Je veux revenir un peu à la genèse du projet. L'idée c'était de partir 1 an. Est-ce que l'idée c'était de travailler en même temps ou vous aviez vraiment mis de l'argent de côté pour financer tout ça ? Non, on avait mis assez d'argent de côté. J'imagine que ça, c'est une question qui pourrait intéresser certaines personnes qui veulent se lancer dans une aventure comme ça. Comment vous aviez fait ? Moi, j'ai la chance d'avoir fait un master, enfin une spécialisation en finance en école de commerce, qui est un métier qui se fait très bien en freelance, qui rémunère bien, honnêtement. Donc finalement, ça m'a permis assez vite de mettre suffisamment de côté. C'est finance corpo ou des marchés ? Corpo. Ok. Voilà, et mon copain, c'était de l'argent qu'il avait mis de côté avec ses CDI, enfin ses expériences professionnelles passées. Alors, on a rencontré des voyageurs qui dépensaient beaucoup moins que nous, mais voilà, on s'était fixé un budget et on l'a respecté. Enfin, vous êtes fait kiffer. Ah oui. Ouais. Oui, okay. Mais après... comment dire, en fait tout dépend aussi de ce qui fait kiffer, et je trouve sur le voyage long terme c'est un peu différent qu'un voyage court terme, et en fait ça on s'en est un peu rendu compte nos premières semaines, que ça soit en Turquie ou en Géorgie, en fait on prenait des hébergements assez chers, on faisait des restos assez onéreux et on réfléchissait pas trop en termes de budget voyage. Et en fait, on a rencontré un couple de Français qui nous a parlé d'une application. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que si on continuait comme ça, on n'allait pas s'en sortir financièrement. Ah ouais, ok. Et tu peux nous en dire plus justement sur le budget que vous aviez prévu et ce que ça vous a coûté, enfin si tu l'as en tête, oui. Ne serait-ce que juste le transport. Alors, en gros, on avait prévu sur 1 an 15 000 chacun. On a fait moins vu qu'on a fait moins d'1 an. Le retour nous a coûté à peu près 1 000 € chacun. Pour faire Malaisie jusqu'à Paris, par la Russie avec le Transsibérien, ça nous a coûté à peu près 1 000 € chacun. Ça, c'est que le transport. Oui, que le transport. Ouais. Okay. Sachant qu'on a vraiment enchaîné. Par exemple, en Chine, on a pris les TGV qui vont extrêmement... Enfin, c'est pas les TGV, mais les trains qui vont extrêmement vite sur le retour. Du coup, en 11 heures, je crois, on a traversé la Chine de sud au nord, alors qu'on n'avait jamais fait ça à l'aller. On avait pris des trains je sais pas, équivalent TER, mais voilà, quoi, qui vont moins vite. Mais je trouve que 1 000 € pour couvrir cette distance, c'est quand même très réglo, quoi. On a souvent l'impression que les voyages en train, ça va être ultra cher. Alors peut-être que l'avion, c'est moins cher, j'ai pas le tarif en tête.
Mais 1 000 €, ça paraît correct, quoi. Ouais. En fait, nous, notre réflexion, ça a été vraiment de se dire, à l'aller, si on avait fait en avion chaque étape, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher en avion. Évidemment, ouais. Au retour, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher en avion. Ah oui, de faire le retour en faisant Malaisie. chaque étape? Ah non, bah non. Ah oui. Mais vu qu'en fait, Mais en nous, direct. voilà, parce que nous, on avait vraiment on est rentré en 14 jours, donc en fait, on l'a vraiment vu comme un trajet de retour. Non, évidemment, c'est exactement la même réflexion qu'à l'aller. Si tu fais chaque étape, ça te revient beaucoup moins cher en transport et en train, pardon. Mais oui, sur un vol direct, mais après, c'est pas pareil. Enfin, même nos 14 jours de retour, en fait, c'est une expérience Mais incroyable. par exemple, qu'on a un fait. aller-retour Paris-Bali en avion, c'est combien? Alors moi, j'ai en tête le Paris-Malaisie, parce que c'est celui-là qu'on a regardé, il est autour de 300 €. Ah ouais, ok, bon. Ça, le don de me surprendre et de m'énerver un peu. Ouais. 300 € aller-retour? Non, on cherchait que le retour. Ok, ouais. Même notre retour, qui a été direct, en 14 jours, on a vu des trucs. On est passé on a passé en Mongolie, où du coup, tu vois les paysages vides, les steppes mongoles. Tu passes en Russie, tu te réveilles au bord du lac. Et finalement, on a fait énormément de transport sur ces 14 jours. Mais ça reste quand même des images hyper fortes et des Ah non, mais souvenirs ça, incroyables, quoi. je trouve que l'expérience est incomparable. 1 000 € pour aller de l'Europe à l'Asie, c'était un peu l'ordre de grandeur que j'avais en tête. Ouais. Mais bon, on avait envie de boucler ce voyage sans avion, donc dans tous les cas, il n'y avait aucune hésitation. À l'aller, on n'a jamais regardé en fait combien ça nous coûterait pour aller jusqu'au bout, parce qu'on faisait plein d'étapes. Alors que là, vu qu'on avait vraiment cet objectif de rentrer en 14 jours, on a tout anticipé. Et donc en fait, on a fait la liste et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça allait nous coûter 1 000 €. Et en fait, quand tu dépenses 1 000 € sur plusieurs mois, ça te paraît moins gros entre guillemets que quand tu sais que ça va être en 14 jours, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce petit exercice de comparaison, mais voilà, c'était... Ok, est-ce que tu as d'autres informations pratiques intéressantes? Je sais pas, est-ce qu'il y a des pays où c'est plus compliqué de réserver? Est-ce que tu as des astuces un peu pratiques? C'est juste histoire de balayer un peu ces aspects pratiques et puis après on pourra passer plus sur les expériences de voyage. Il y a eu 2 pays où on a dû un peu plus anticiper que les autres. Ça a été la Chine, parce qu'en fait à l'époque où nous on est passé à l'aller en Chine, il fallait un visa tourisme qui était assez compliqué à demander. Ce qui fait que finalement, on a croisé très peu d'Occidentaux. Ça a vraiment été une immersion complète. En fait, il y a énormément de Chinois qui voyagent dans leur propre pays, qui est immense en fait. Quand on est arrivé en Asie du Sud-Est, ça nous a fait un choc énorme parce que c'est hyper touristique pour le coup. Mais aujourd'hui, je sais que qu'en Chine, avec le passeport français, tu as 2 semaines d'exemption de visa. Donc c'est beaucoup plus simple de s'y rendre aujourd'hui. Donc ça veut dire que si tu veux aller 2 semaines en Chine, tu peux sans problème. Exactement, Okay. Juste avec ton passeport. T'as le tampon directement. Sachant qu'aussi, la Chine, c'était... Internet est contrôlé, donc tu peux pas aller sur n'importe quel site. Donc il y a plein de choses, tu peux pas forcément avoir accès. Alors nous, on a eu la chance, on avait la carte free, la carte SIM free, du coup, l'offre internationale, en fait, qui... naturellement, je pense, avait un VPN qui nous a permis de continuer à aller sur des réseaux. Mais j'ai une amie, elle n'a pas eu de accès à quoi que ce soit pendant 15 jours, quoi. Donc ça, c'est un petit truc à avoir en tête parce que ça peut poser un peu quelques soucis. On a eu un invité sur un trajet un peu similaire qui nous disait de la Russie jusqu'à la Chine, personne ne parle anglais. Est-ce que tu confirmes? C'est dur d'avoir des gens qui parlent anglais? Avec Google Traduction, ça se fait quand même très bien. Ouais. Mais oui, c'est... jusqu'à la Russie, c'est plutôt russe et après, c'est chinois, quoi. Okay. Mais oui, non, c'est une réalité. Et il y a aussi un truc, en Chine, c'est très compliqué de payer. En fait, ils ont quasi plus de cash en circulation. Tout se fait avec leur smartphone. Donc, leur application de prédilection, c'est WeChat. Ils font tout avec. Et en fait, c'est très, très compliqué d'ouvrir un compte. Donc, ça aussi, tu peux un peu te tirer les cheveux, quoi. C'est Arnaud, du coup, mon copain, qui gérait cette partie-là. Et ouais, c'est incroyable, quoi. Mais du coup, ils sont contrôlés tout le temps. L'État a une pleine vue sur ce qu'ils font grâce à cette appli, c'est assez particulier. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler juste au niveau de l'expérience, déjà de l'étape ou du pays que tu as préféré sur tout ce trajet? Je pense que ma plus grande claque, ça a été au Tadjikistan. Déjà, c'est la première fois que je visitais un pays aussi peu touristique. Donc c'est très déroutant, parce qu'en fait, déjà, il y a très peu d'informations sur Internet. Nous, on n'avait pas du tout pris des guides, etc. Donc on a pu avoir des informations finalement que sur place et rien n'est fait pour faciliter le déplacement des touristes. Du coup, vraiment, en fait, tu vis le pays comme les locaux. Et on a rencontré
des gens avec une hospitalité que j'avais jamais connue ailleurs. Je pense qu'on n'est pas resté assez longtemps en Turquie parce qu'on m'a dit la même chose de la Turquie et des Turcs. Mais là, en fait, c'était impressionnant. Dans la région du Pamir, donc la région à l'est du Tadjikistan, c'est une région très montagneuse. Tu parlais avec quelqu'un dans un bus, il t'invitait à boire le café. Tu parlais avec quelqu'un dans la rue, il t'invitait à dormir chez lui. Nous, on a loué du matériel de camping pour partir en randonnée à quelqu'un. On a passé 3 nuits à dormir chez lui et sa femme, quoi. C'est un truc que tu retrouveras jamais en France. Enfin, c'est fou, quoi. Comment tu l'expliques ça ? Alors, pour moi, il y a 2 raisons. Il y a le fait, du coup, que c'est un pays qui est vraiment préservé du tourisme. Donc, je pense qu'il y a vraiment une curiosité de l'autre qui est encore hyper présente, quoi. Et pas du tout dénaturée. En tout cas, il n'y a pas de rapport monétaire, etc. Enfin, en fait, par exemple, au Tadjikistan, il n'y a pas de souvenirs à ramener. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Donc ça, déjà, je pense que c'est quelque chose... c'est un point. Et deuxièmement, du coup... alors, toute la région, du Pamir est chiite. Et en fait, il nous expliquait que c'était dans un des piliers de l'islam, l'hospitalité et l'accueil de l'autre, l'invité, quoi. Que c'était vraiment très, très important. Et du coup, je pense que pour eux, c'est vraiment... tu le sens, quoi. C'est vraiment quelque chose de très important d'accueillir et de bien le faire, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est culturel. Alors, ça peut être lié à la religion, mais je pense que aussi c'est des pays qui étaient situés sur les routes de la soie. Parce que moi, j'ai vécu un peu la même chose en Iran, au Kirghizistan, effectivement. L'accueil était très fort. Et aussi, comme tu le dis, la curiosité, cette bienveillance presque un peu innocente, quoi. C'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, franchement. Ouais. Bah, c'est sûr que ça change de Marrakech ou d'autres endroits où dès que tu passes, t'as l'impression d'être une sorte de portefeuille sur pattes. Bah, super. Et alors, la rando, ça valait le coup ? C'était incroyable. En fait, juste ce qu'on n'avait pas du tout anticipé. Donc, comme je disais, c'est vraiment un pays qui n'est pas fait pour l'accueil des touristes. Tu vas dans un endroit où tu as repéré une rando. Tu t'attends à pouvoir trouver de quoi te substanter, manger, etc. En fait, non. Donc, la première rando, on s'est retrouvés à acheter des gâteaux secs et c'était notre dîner. Parce qu'en fait, on n'avait pas anticipé qu'on allait se retrouver au bout du monde. Mais c'était littéralement le bout du monde. On a d'ailleurs dû repartir en stop de cet endroit-là parce qu'il n'y avait que 2 taxis partagés par semaine. Et nous, on est arrivés le lundi et le prochain était le vendredi et on ne pouvait pas rester. D'accord. C'est incroyable. Donc voilà. Et pareil, on a eu des petites galères. On n'avait pas de réchaud. On n'en a jamais trouvé un. En fait, c'est très déroutant, quoi. C'est vraiment... aujourd'hui, tu as l'impression que tu vas tout trouver partout. Et là, c'est l'inverse. Mais bon, en tout cas, niveau paysage, c'est fou. On est monté à 4000, je crois, maximum. On pensait faire des randos plus hautes parce que tu peux vraiment aller très, très haut au Tadjikistan. Voilà, on nous a déconseillé de le faire. Et puis, c'était très bien quand même. Ce qu'on a fait, c'était magnifique. Sur le voyage dans son ensemble, est-ce que tu aurais une anecdote positive qui t'aurait marqué, que tu pourrais nous raconter ? Il y a plein de choses qui m'ont déroutée. Comme je te disais, le fait que tu es dans la rue, tu es dans un taxi, des sortes de taxis, et que tu parles avec quelqu'un et qui t'invite direct à aller boire un café, ça c'est incroyable. Il y a eu plein d'autres choses. En Indonésie, on a été sur une île, les Mentawai, là où il y a les derniers membres d'une tribu qui vit, les hommes fleurs. Donc ça aussi, ça déroute, ça interroge, etc. Et dans le train, par exemple, est-ce qu'il y a eu des rencontres je sais pas, on a reçu un invité, par exemple, qui nous a dit qu'il s'était retrouvé à jouer aux échecs avec tous les passagers du train autour de lui dans le transsibérien. Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes Mon copain joue beaucoup aux échecs et pour le coup c'est dans la tribu chez les Mentawai il a défié tout le monde et il a gagné du coup. C'était très drôle. Bref, dans le train, du coup dans ce premier train pour aller au Tadjikistan, en fait du coup chaque wagon a une sorte de chef de wagon, quoi. On a tissé des liens en fait en 72 heures, t'as le temps parce que c'est quasiment un colloque, quoi. Et du coup à la fin il nous a offert un petit recueil de poésie perse qui était hyper important pour lui, donc c'était incroyable et il nous avait invités à aller chez lui, mais bon on n'a pas pu, il va passer par chez lui quand on était au Tadjikistan. Mais on a toujours essayé de se mettre dans les wagons ouverts parce que c'est là que tu fais un maximum de rencontres. Dans le train chinois, on nous a fait goûter des trucs. Je sais même pas ce que j'ai mangé, mais tu le fais parce que c'est marrant, c'est l'expérience. Voilà. Pas de tourista le lendemain ? Ah non, alors la tourista, on l'a eu en Turquie. Ah ouais ? En fait, je pense que c'était le début du voyage et tous les deux. Il faut s'acclimater. C'est ça. Je me rappelle parce qu'en plus, on est parti avec un médicament qui délivre en France. Et en fait, notre tourista n'est jamais parti. Et quand on allait voir une pharmacienne turque, quand elle nous a vu arriver, elle nous a dit « Ah, ça fait 12 jours, mais c'est beaucoup trop !» Et du coup, elle nous a donné un autre truc qui s'est passé en 2 jours, quoi. 12 jours de tourista ? Après, c'était pas non plus...
c'est pas non plus une tourista qui te cloue. Oui, hein. on va pas rentrer Voilà. dans les détails, tout mais... à fait. Mais voilà, ouais, 12 jours, ouais. Et bon, c'était le début. Quand même. Et justement, puisqu'on parle de ces choses un peu moins agréables, est-ce qu'il y a une grosse galère dont tu voudrais nous parler? Du coup, donc, on est arrivé en février en Indonésie. Une de nos étapes, ça a été d'aller sur l'île de Nias pour faire du volontariat. Alors, ça, c'est mal embarqué parce qu'en fait, il s'est avéré que ce volontariat, c'était plus une manière pour la personne qui gérait le volontariat de se faire de l'argent sur le dos des volontaires. En fait, Sympa. on aurait dû s'en douter. En fait, quand tu dois payer pour faire un volontariat, il y a un truc qui coince quelque part. Et en fait, on est arrivé. Donc, l'idée, c'est de donner des cours pour les enfants. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on s'attendait. Et du coup, on avait décidé de partir plus tôt. Et en fait, la veille du départ, on fait du surf. Et là, Arnaud s'est pris la dérive dans la jambe. Et bref, ça a été vraiment très, très stressant. C'était profond? 2 cm. L'artère fémorale est à 4. Ouh là 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 là. Ouais. Moi, j'ai cru honnêtement que j'allais le perdre. Et j'ai pas eu la lucidité pour me rendre compte que c'était pas si grave sur le moment. Donc, il a été recousu par l'infirmier du village, mais après, ça s'est infecté. Donc, on a eu des galères d'assurance, etc. Et du coup, on ne s'est pas du tout fait évacuer. Donc, on a réussi à sortir de l'île 4 jours plus tard. Là, on a pris un avion. Parce que quand il est question de la santé, on va. Voilà. Malheureusement. Et du coup, on est allé en Malaisie pour se faire soigner. Parce que là où vous étiez, il n'y avait pas les infrastructures, etc. Non. Ok. Vraiment, malheureusement, l'Indonésie, ça reste compliqué aujourd'hui. Ok. Et donc justement, à partir de ce moment-là, tout bascule un peu Ouais, tout et bascule. vous revoyez vos plans sur le retour. Tout bascule parce que Arnaud, du coup, a eu 2 opérations sous anesthésie générale la même semaine pour nettoyer la plaie. Parce que c'était vraiment infecté, Ah ouais. parce qu'après, du coup, il a 27 points de suture, donc immobilisation complète pendant 15 jours, et qu'en fait, mis bout à bout, ça fait 1 mois d'arrêt. Et que derrière, le médecin nous dit, en fait, pendant les prochaines semaines, c'est pas de rando, pas de plongée, etc. Alors que nous, c'est ce qui nous bottait, en Indonésie, ce qui nous restait à faire, c'était aller plonger et monter des volcans, quoi. Et puis moi, du coup, ce mois d'arrêt, je commençais à réfléchir à plein de trucs. Du coup, j'avais monté un premier projet entrepreneurial avant, et j'avais vraiment envie, en fait, de revenir avec une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée surgit là. Et du coup, c'est vrai que tout mis bout à bout, on n'avait qu'une envie, c'était revenir en France pour lancer ce nouveau projet de mon côté, et également retrouver nos proches après cet événement particulièrement stressant. À ce moment-là, vous envisagez de prendre l'avion? En fait, en gros, on ne savait pas dans quel état allait finir... comment dire On ne savait pas à quel point Arnaud allait être bloqué, parce que on en a parlé juste au moment où on a quitté l'Indonésie, du coup, pour aller en Malaisie. Mais on s'est dit que s'il arrivait à se faire soigner en Malaisie, on restait le temps nécessaire et après on repartait en train. En fait, c'était si jamais les médecins n'arrivaient pas à gérer le truc. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, mais tu sais jamais quand tu es loin. Voilà. Et donc, on en parle à ce moment-là. Déjà, je me rappelle, c'est moi la première qui a dit à Arnaud, on s'évacue, on prend l'avion pour partir de l'Indonésie en Malaisie. Et lui, il me dit, il voulait pas. Ah ouais. Non, il a eu 42 fièvres, il n'arrivait plus à marcher, mais il voulait pas parce qu'il avait l'impression que c'était de sa faute si on n'allait pas au bout de notre mission. Et en fait, moi, j'ai dit non, mais la santé avant tout, quoi. Et rétrospectivement, ces 2 semaines à toute berzingue, si j'ose dire, où vous n'avez pas fait de pause, vous n'avez pas pris le temps de vraiment découvrir les endroits que vous traversiez, t'en gardes quand même un bon souvenir, ou tu trouves que c'était trop rapide? Alors, je pense que si j'avais pu me rajouter 2 semaines de plus, ça aurait été cool. Le faire en 1 mois, je pense que c'est bien. Je trouve que ça a été un peu... Il y a eu un passage entre la Chine et la Mongolie qui a été très compliqué, parce qu'on n'arrivait pas beaucoup à avoir d'infos sur la frontière. Donc cette journée-là, elle était particulièrement stressante, parce qu'en fait, si on n'arrivait pas à passer la frontière ce jour-là, on savait qu'on loupait notre transsibérien qu'on avait déjà réservé. En fait, toutes les problématiques venaient du fait qu'on avait été obligé d'anticiper et de réserver à l'avance. Sinon, on aurait, ça aurait été plus cool. Mais sinon, j'en garde vraiment un souvenir incroyable, notamment Asie du Sud-Est, toute la remontée, finalement, c'était un peu des paysages qu'on avait déjà retrouvés avec le Vietnam, le Cambodge, etc. Mais vraiment, le passage en Mongolie, les steppes mongoles, et puis après la Russie, longer le lac Baïkal. Tout à l'heure, je parlais du train Roumanie, mais là, c'était au-dessus, quoi. En fait, on a eu le lac Baïkal gelé, encore. Donc, sublime, quoi.
Et ça, justement, bon, c'est sûr que ça prend 2 semaines contre, allez, on va dire une dizaine d'heures en avion, 10, 12 heures peut-être. Mais par contre, la découverte, t'es beaucoup plus ancré, tu vois les paysages que tu traverses, etc. C'est pas du tout la même. Et au niveau du déphasage, justement, décalage horaire, etc., ça va, ça se fait? En fait, t'as pas trop de décalage horaire, du coup, parce que tu prends les heures une par une. C'est très étonnant en Russie dans le transsibérien parce qu'en fait les fuseaux horaires sont assez particuliers. Il y a des endroits où tu vas perdre 2 heures très rapidement. Je m'en étais jamais rendu compte parce que tu te rends pas compte de ça avant de l'avoir fait en train justement. Mais en fait moi ce que je trouve génial dans le voyage en train c'est de te dire finalement maintenant j'ai l'impression que l'Asie c'est pas si loin quoi. Ce qui me paraissait un monde en avion, en fait ok c'est 14 jours mais c'est dingue en fait de se dire qu'on peut aller aussi loin en 14 jours. Et du coup, bref, pour la question des fuseaux horaires, non, ça se fait beaucoup mieux qu'en avion parce qu'il n'y a pas de jet lag, du coup, tu le fais progressivement. Est-ce que vous avez d'autres projets de voyage bas carbone dont vous voudriez nous parler ? Alors que ça soit, moi j'aimerais beaucoup aller en Laponie. Après, il y a plein de trucs très proches de la France qui ont l'air très cool. Et pourquoi pas. Alors, moi, l'idée de l'Amérique latine m'a toujours tentée. Je suis jamais allée. Et c'est vrai qu'on avait exploré l'idée de le faire potentiellement en cargo. Mais là, pourquoi pas imaginer une transat. Bon, j'ai jamais mis les pieds sur un bateau, mais en fait, on a rencontré tellement de personnes qui avaient voyagé de cette manière-là aussi que ça t'ouvre des perspectives et tu te dis, pourquoi pas un moment de ma vie, peut-être que ce sera le moment de le faire. Ouais, et puis j'imagine que c'est d'autant plus mémorable quand c'est un voyage comme ça que quand tu prends un avion pour passer 10 jours en Thaïlande, j'en sais rien. Ça reste beaucoup plus ancré, je pense. On s'était dit, on fait un tour, on se donne 1 an ou 8 mois pour faire un voyage. Quel pays on met sur la carte ? En fait, quel pays on se met sur notre to-do, quoi. On n'aurait jamais mis l'Asie centrale et la Chine, par exemple, c'est sûr. Mais alors que pourtant, mon pays coup de cœur, je te parlais du Tadjikistan. La Chine aussi, j'en ai pas parlé, mais ça a été des rencontres de dingue. On est allé vivre un week-end avec des éleveurs de yaks dans une région qui était anciennement tibétaine. Enfin, tu vois, des trucs fous. Et ça, jamais on l'aurait fait si on s'était contenté de faire un voyage un peu standard et que l'avion te permet finalement de faire tout ce que tu veux en 8 mois. Enfin, parfois, je vois des gens qui vont réussir sur la même durée que nous à caler tellement plus de pays et je me dis, mais tu découvres rien, quoi. C'est pas une course, hein. Non, mais t'es un peu dans l'accumulation. Ouais, c'est une checklist. D'ailleurs, ça nous l'a fait un petit peu au début. On était vraiment, donc faut qu'on voit ça dans chaque pays. Et en fait, à un moment donné, au bout de 4 mois, on a eu un peu ce déclic de se dire, en fait, il faut aussi qu'on ralentisse parce que le voyage bas carbone, tu peux te dire, en fait, c'est juste un moyen de voyager bas carbone, un mode de transport. Mais en fait, il y a quand même une philosophie. Et ça, elle n'est pas venue tout de suite. Je pense qu'il a fallu un peu de temps pour qu'on s'acclimate aussi à ce qu'on était en train de vivre. Donc, tu ressors de ce voyage un peu changé, entre guillemets, sans tomber dans le cliché un peu bateau. C'est sûr. On a fait des rencontres incroyables, une ouverture aux autres. Je sais pas, j'ai amélioré ma géographie. Le contexte géopolitique, religieux. Et puis même pour notre couple ça a été hyper structurant, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, on a déjà vécu le Covid donc voilà, mais non, c'est quand même une expérience complètement différente de ce que tu vis au quotidien, donc c'est fou. Où est-ce qu'on peut retrouver les contenus que vous partagez sur ce voyage et éventuellement suivre les prochains projets? Alors là il est plus très actif, mais il faut que je m'y remette. On a notre compte Instagram 1 an sur les rails. Alors c'est 1 en chiffres, tiré du bas en, tiré du bas sur, tiré du bas les, tiré du bas rail. Et donc là on a vraiment essayé de partager pas mal de tips, notamment j'ai les stories à la une qui récapitulent tous les trajets qu'on a fait, les prix, je crois pas que je mets les horaires, mais les durées et les prix. Et j'ai fait vraiment ville par ville normalement, donc c'est assez clair en tout cas. J'ai essayé de faire ça. On a eu beaucoup de questions en fait, donc j'ai essayé de faire ça de manière la plus simple et utile possible. Eh ben écoute, un grand merci pour ce témoignage. Franchement, c'est super intéressant et ça donne très envie. Je suis sûr que ça va pousser certaines personnes qui nous écoutent à sauter le pas. Et puis je te dis à bientôt sur les rails. Merci à toi. À bientôt. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié, de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.